Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'outil de microcosting en chirurgie ambulatoire de la Haute Autorité de Santé. Nous allons parcourir ensemble les principales fonctionnalités de l'outil afin que vous soyez à l'aise avec l'ergonomie générale. Pour plus de détails sur les aspects méthodologiques et théoriques, je vous renvoie à la documentation et surtout au rapport qui accompagne l'outil. L'outil se présente sous la forme d'un fichier Excel qui s'ouvre comme n'importe quel fichier Excel. Cependant, à l'ouverture du fichier, il est indispensable que vous activiez les macros en cliquant sur ce bouton. À l'ouverture du fichier, vous êtes accueilli par cet écran qui vous rappelle l'objectif de la démarche et ce que permet de faire l'outil de microcosting. Des écrans comme celui-ci, vous en verrez un certain nombre dans l'outil. Il est important pour vous d'en prendre connaissance pour comprendre à quoi sert l'outil de microcosting et à quoi il ne sert pas. Ces pages détaillent également la méthodologie employée et donnent des instructions détaillées sur la manière d'utiliser l'outil. Elles jouent donc véritablement le rôle de mode d'emploi de l'outil. Pour naviguer d'une page à l'autre, vous avez cet ensemble de boutons ici, qui se trouve toujours dans cette case grise. Le bouton suivant pour passer à l'écran suivant, et le bouton précédent pour revenir en arrière. Si vous souhaitez accéder à un écran particulier, il vous suffit de cliquer sur Sommaire où vous est présenté l'ensemble des étapes de l'outil. Vous pourrez alors accéder à n'importe quelle page de l'outil et en cliquant sur Accueil, vous revenez sur Accueil. La démarche proposée par la HAS permet de réaliser une étude de microcosting en chirurgie ambulatoire pour un geste donné, c'est-à-dire d'établir le coût de ce geste du point de vue de l'établissement, principalement par observation du processus de prise en charge. Ce coût pourra ensuite être comparé aux recettes que génère le séjour de chirurgie ambulatoire. Enfin, l'outil permet de simuler l'évolution de ce coût en fonction du volume réalisé. Cette dernière fonctionnalité sera détaillée dans une autre présentation vidéo. Le périmètre de l'étude de coût porte sur le séjour de chirurgie ambulatoire, et donc bien naturellement inclus dans ce périmètre la journée d'hospitalisation. Font également partie du périmètre de prise en charge les tâches qui sont souvent organisées la veille ou l'avant-veille de l'opération, ou bien le lendemain de l'opération, pour assurer le suivi du patient. Par contre, les autres étapes, comme les consultations préopératoires ou post-opératoires, ne font pas partie du périmètre de l'étude. Si vous avez un doute sur le périmètre de l'étude, rappelez-vous que nous souhaitons comparer le coût obtenu par le microcosting aux recettes générées du séjour. Les consultations générant leurs propres recettes sont donc exclues du périmètre, tout comme par exemple des examens complémentaires ou le suivi à domicile par une infirmière. Pour identifier les différents coûts nécessaires à la réalisation d'un séjour de chirurgie ambulatoire, nous utilisons 3 méthodes. Méthode numéro 1. Nous procédons par observation directe, patient par patient. Que ce soit pour les coûts liés au personnel prenant en charge directement le patient pendant son séjour, l'infirmière, le chirurgien, l'aide-soignant, et aussi pour l'usage, c'est-à-dire le temps d'utilisation des équipements et de lieu de prise en charge du patient tout au long de son séjour. On pense ici à la chambre, au box, la salle d'intervention, la SSPI ou bien encore l'espace de collation ou le salon de sortie. Nous verrons par la suite comment construire une grille de recueil personnalisée pour votre organisation de chirurgie ambulatoire. La méthode numéro 2 concerne la définition du matériel et des consommables utilisés. Plutôt que de relever patient par patient, vous établissez une liste type de tous les équipements et consommables nécessaires au geste étudié. L'étude ne portant que sur un seul geste, le type de matériel et de consommables devrait être très similaire pour l'ensemble des patients. La méthode numéro 3 concerne les coûts qui ne peuvent pas être établis patient par patient, ni observés de manière directe. La maintenance, la direction générale par exemple. Dans ce cas, vous utilisez des informations issues du retraitement comptable. Après ces quelques pages d'introduction méthodologique, nous rentrons plus directement dans le fonctionnement de l'outil.
Vous remarquez que la couleur du titre est maintenant orange. C'est le cas pour toutes les pages de l'outil où vous devez remplir des informations. Sur ces pages, les zones de couleur orange clair vous indiquent où doivent être saisies les informations. Vous devez donc maintenant indiquer quel geste sera l'objet de votre étude de microcosting. Le choix du geste se fait par sélection du GHM. N'hésitez pas à contacter votre médecin DIM si vous ne connaissez pas le code GHM correspondant au geste étudié. Tous les codes GHM pouvant être réalisés en chirurgie ambulatoire figurent dans ce menu déroulant. Quand vous sélectionnez un GHM, la description correspondante se met à jour ici. La description officielle du GHM est parfois un peu longue. Vous avez alors la possibilité de saisir ici un nom plus court ou plus précis qui sera utilisé par l'outil lors de la restitution des résultats. D'autres informations générales vous sont également demandées à ce stade. Le volume annuel réalisé pour le geste étudié, le volume total de séjour en chirurgie ambulatoire et le statut de l'établissement. Enfin, un conseil important pour choisir votre geste. Choisissez un geste réalisé assez fréquemment, sans quoi vos résultats seront moins fiables ou la période de recueil s'étalera sur de longues semaines, ce qui est peut-être problématique avec l'organisation du service de chirurgie ambulatoire ou du bloc opératoire. Vous devez maintenant indiquer le type de parcours correspondant à votre organisation. Deux types de parcours s'offrent à vous. La marche en avant, où le patient ne revient jamais sur ses pas, ainsi il ne retourne pas dans sa chambre après son passage au bloc. Ou bien un parcours en boucle, où le patient revient dans sa chambre après être sorti de la salle de réveil. Cette précision est nécessaire par la suite pour décrire correctement l'usage des équipements et répartir correctement les coûts. Après avoir choisi votre type de parcours, vous devez maintenant saisir les lieux de prise en charge pour le séjour de chirurgie ambulatoire. Dans le cas d'un parcours marche en avant, saisissez simplement les lieux de prise en charge par ordre chronologique. Accueil salle d'attente, vestiaire, salle de préparation, salle d'induction, salle d'opération, SSPI et collation. Dans le cadre d'un parcours en boucle, la saisie des lieux de prise en charge pourrait ressembler à ceci. Accueil, chambre, brancardage aller, bloc opératoire, SSPI, brancardage retour et chambre. Toutefois, vous ne pouvez pas nommer deux fois un lieu de prise en charge par le même nom. Il faut donc modifier en conséquence le nom des étapes. On renommera ainsi chambre en chambre pré-op et en chambre post-op. Pour indiquer à quel moment du parcours le patient revient sur ses pas, vous utilisez cette deuxième colonne. Ainsi, on indique le même libellé chambre pour l'étape de prise en charge chambre pré-op et chambre post-op. Nous allons maintenant renseigner la capacité des différents lieux de prise en charge que nous venons de définir. La liste des lieux est reportée automatiquement. Il suffit simplement de saisir leur capacité, c'est-à-dire le nombre maximum de patients pouvant être accueillis simultanément dans chacun de ces lieux. L'étape suivante consiste à identifier le personnel de l'établissement nécessaire pour la réalisation du séjour de chirurgie ambulatoire. Une première page d'information vous rappelle des grandes règles. Une remarque. Comme il s'agit d'un rappel, le titre est en bleu et non plus en orange. Les grandes règles sont donc 1. Il faut raisonner par profil plutôt que par personne. 2. On ne s'intéresse qu'aux coûts liés à l'établissement et il faudra bien distinguer le personnel libéral ou non rémunéré par l'établissement. 3. Pensez à distinguer le personnel qui intervient directement dans la prise en charge du patient et le personnel qui n'a pas de contact direct avec lui. Dans un premier temps, il faut renseigner les différentes fonctions ou métiers qui sont mis à contribution lors du séjour de chirurgie ambulatoire. Par défaut, l'outil propose les fonctions types que l'on retrouve dans la plupart des établissements. Mais vous pouvez bien sûr amender ou compléter cette liste pour qu'elle corresponde à votre organisation.
Ce tableau permet de capturer d'autres informations très importantes. Le nombre d'heures annuelles travaillées, on utilisera ici les informations issues de la convention collective. Le coût annuel moyen, il s'agit du salaire brut chargé, charges sociales et patronales incluses. Par contre, on évitera d'intégrer des éléments de rémunération liés aux gardes et aux astreintes, si elles ne sont pas nécessaires pour assurer le fonctionnement du service de chirurgie ambulatoire. Cette colonne sert à indiquer si le personnel intervient directement auprès du patient. Cette information sera utilisée lors de la génération de la feuille de saisie. Enfin, on renseignera également si le personnel est salarié de l'établissement. S'il ne l'est pas, son coût ne sera pas pris en charge dans le calcul du coût de microcosting. Cependant, l'outil de fonction coût-volume intégrera sa charge de travail dans la modélisation de l'effet volume. Aussi, si vous ne souhaitez pas intégrer cette charge dans la fonction volume ou si vous ne souhaitez pas du tout exploiter les fonctionnalités de la fonction coût-volume, il n'est pas nécessaire de renseigner les lignes des personnels qui ne sont pas rémunérés par l'établissement. Cet écran permet de renseigner des écarts de coûts selon les corps de métier. En effet, dans un même service et un même corps de métier, tous n'ont pas la même rémunération du fait de l'ancienneté ou d'autres critères. En indiquant une fourchette basse et une fourchette haute du coût de chaque corps de métier, l'outil de calcul pourra intégrer ces éléments dans le calcul d'une fourchette haute et basse pour le coût du geste étudié. Toutefois, si vous ne disposez pas de ces informations, vous pouvez ignorer cette page. Mais le coût de microcosting n'intégrera pas de variation sur le coût du personnel. Ce nouvel écran permet d'identifier l'ensemble des tâches nécessaires pour prendre en charge le patient. Il s'agit bien des tâches réalisées par le personnel hospitalier tout au long du parcours du patient. Nous attirons au passage votre attention pour bien distinguer la définition des lieux de prise en charge où le patient se déplace et que nous avons déjà défini tout à l'heure, et les différentes tâches qui sont réalisées sur le patient par le personnel dans ces différents lieux qui font l'objet de cet écran. La liste proposée est une liste standard que vous pouvez bien sûr personnaliser. Alors, je rajoute un appel à J+3 et je vais supprimer la ligne préparation au poste infirmier. Donc pour supprimer la ligne, il faut effacer le contenu de cette ligne, sélectionner les lignes qui sont maintenant sous la ligne vide, puis les copier-coller de manière à ce que la liste soit continue. L'écran qui s'affiche à présent est la clé de voûte qui fait le lien entre toutes les étapes précédentes. Il permet de rendre explicite où et par qui sont réalisées les tâches nécessaires à la réalisation du séjour de chirurgie ambulatoire. Toutes les tâches saisies précédemment sont disposées en ligne. Le groupe de colonnes à gauche permet d'indiquer à quelle étape de prise en charge chaque tâche est réalisée. Là aussi, les étapes saisies précédemment sont reprises intégralement. Attention, une même tâche ne peut pas être réalisée dans plusieurs lieux à la fois. Si c'est le cas, il faut revenir à la définition des tâches. C'est ce qui a été fait ici pour distinguer la surveillance en SSPI et la surveillance au retour dans la chambre. Le groupe de colonnes à droite permet d'indiquer qui réalise les tâches identifiées. Si un seul corps de métier réalise systématiquement une tâche, une seule croix suffira. Si une tâche est réalisée par une équipe, on l'indiquera en cochant autant de colonnes que nécessaire sur la ligne concernée. Attention, une même tâche correspond à une même durée. Si la durée de la tâche varie fortement d'un type de personnel à l'autre au sein de l'équipe qui la réalise, nous vous conseillons de créer 2 tâches distinctes. Un troisième cas de figure est possible. Lorsqu'une tâche est réalisée par un corps de métier qui varie selon le moment de la journée et la disponibilité des uns et des autres. Dans ce cas, il faut cocher une case pour chaque catégorie de personnel susceptible de réaliser cette tâche. Par la suite, nous verrons comment préciser sur le relevé qui a réellement fait la tâche, patient par patient. Avant d'éditer la grille de recueil, une dernière information doit être renseignée, c'est l'amplitude d'ouverture du service. Par amplitude du service, nous entendons 2 choses. D'une part, l'heure d'arrivée du premier patient et l'heure de départ maximale du dernier patient de la journée. D'autre part, le nombre de jours dans l'année où l'unité de chirurgie ambulatoire est ouverte.
Ces informations peuvent être directement saisies ici. Pour préciser le nombre de jours d'ouverture du service, vous pouvez l'indiquer directement ici ou bien utiliser ce petit utilitaire. Dans ce cas, le nombre de jours d'ouverture sera quand même à reporter plus bas. Cette page vous permet de vérifier les saisies qui ont déjà été effectuées. À ce stade, tous les écrans n'ont pas besoin d'avoir été complétés. Vous pourrez y revenir par la suite. Notez cependant que certaines données deviendront obligatoires dans la suite de l'étude. Pour vous rendre aux rubriques concernées et modifier votre saisie, cliquez sur le nom de l'étape. Nous allons maintenant imprimer la grille de recueil qui sera à remplir pour tous les patients qui intégreront l'étude. La grille est composée automatiquement à partir des informations saisies précédemment. Chaque grille est imprimée avec un numéro unique pour faciliter la saisie et surtout les corrections éventuelles entre le papier et l'outil informatique. Aussi, nous vous demandons d'indiquer le nombre de patients que vous souhaitez suivre pour imprimer le bon nombre de grilles. Cette information nous permet deux choses. Premièrement, d'estimer la durée de la période de recueil sur le terrain. Cette information est calculée en fonction du volume réalisé pour le geste étudié que vous avez indiqué en début de projet. Deuxièmement, d'estimer la fiabilité du relevé que vous allez utiliser. En effet, un faible nombre de patients ne permettra pas d'obtenir des temps de moyens fiables. A l'inverse, un nombre plus important d'observations fiabilisera les calculs et réduira ainsi l'intervalle de coût donné par l'outil de microcosting. En fonction du nombre saisi, l'outil vous indique la fiabilité attendue du relevé. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir votre imprimante. La grille qui s'affiche à présent est une réplique de la grille que vous avez imprimée en autant d'exemplaires que de patients observés. C'est dans cet écran que vous allez saisir les résultats capturés sur les formulaires papier. Pour saisir les données du premier patient, vous devez d'abord afficher sa fiche. Pour ce faire, il suffit de taper 1 dans cette cellule, puis de cliquer sur « Rappeler les données du patient ». Le rappel des données vous est confirmé par une boîte de dialogue. Ici, nous n'avons pas commencé à saisir d'informations, donc le champ est vide. La grille est structurée en deux parties. Dans la colonne de gauche, les étapes du parcours patient, qui correspond au flux physique du patient dans les différents lieux de prise en charge. Sur le reste de l'écran, les tâches effectuées par le personnel. Les premières colonnes précisent qui a réalisé la tâche. Notez que les choix effectués précédemment sont repris. Ensuite, on retrouve les durées pour chacune des tâches. Certaines tâches étant réalisées en plusieurs fois, elles peuvent être saisies en plusieurs fois. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point avec un exemple. Enfin, une dernière case permet de préciser si la tâche n'a pas été observée. Je saisis quelques informations pour ce premier patient. Vous noterez que pour saisir un horaire, on utilise un double point pour séparer les heures des minutes. Si vous utilisez un autre format, un message d'erreur vous empêchera de saisir autre chose. Pour accéder au patient suivant, il faut d'abord cliquer sur « Valider les données dans la base », sans quoi les données ne seront pas sauvegardées. Ici, comme nous n'avons saisi aucune information concernant les tâches du personnel, l'enregistrement des données n'est pas possible. Saisissons simplement les tâches d'accueil. Donc, appel de la veille et accueil du patient. Certains trouveront étrange que l'appel de la veille soit positionné au niveau de l'accueil. Pour plus d'informations sur le traitement particulier de l'appel de la veille et du lendemain, je vous renvoie à la documentation et plus particulièrement aux questions-réponses consacrées à ce sujet. Nous pouvons maintenant passer au patient suivant. Il suffit de cliquer sur « Patient suivant » 2 fois. Pour revenir en arrière, on peut utiliser le bouton « Patient précédent ». On peut également saisir directement le numéro du patient dans cette cellule et cliquer sur « Rappeler les données du patient ». Finalisons maintenant la saisie du patient numéro 1. Sur la ligne Accueil du patient, 3 types de personnel concernés sont indiqués comme ayant réalisé cette tâche. C'est la conséquence directe de notre paramétrage où nous avions indiqué que plusieurs corps de métier étaient susceptibles de réaliser cette tâche en fonction du moment de la journée ou de qui était disponible. Il convient maintenant d'indiquer qui a réellement effectué l'action.
Sur le relevé papier, la case correspondant à la personne qui a réellement accueilli le patient 1 a dû être entourée. Il suffit donc de décocher les autres cases pour indiquer qui a finalement accueilli le patient. Arrêtons-nous un instant sur la ligne SSPI. Si le passage en SSPI est une période continue pour le patient, ici de 9h55 à 11h06, les tâches de surveillance du personnel infirmier sont discontinues. Pour capturer ces temps discontinus, il faut utiliser les différentes colonnes nommées répétitions. Donc, le patient a d'abord été installé à son arrivée. Il a ensuite été suivi plusieurs fois pendant quelques minutes jusqu'à sa sortie. On l'indique dans les différentes colonnes. Notez que nous avons utilisé exactement la même technique pour la surveillance du patient en chambre post-op. Pour ce patient, les lignes attente en SAS et brancardage retour ne sont pas renseignées. Cette situation peut correspondre à deux cas de figure qu'il faut expliquer. Donc 1. La tâche n'a pas été effectuée, ce qui dans certains cas est parfaitement possible, il n'y a pas eu d'attente. Et dans d'autres cas, c'est improbable. Dans notre exemple, cela signifierait que le patient est rentré tout seul du bloc dans sa chambre. Donc, deuxième cas de figure, la tâche a été effectuée, mais elle n'a pas pu être observée. Ici, c'est le cas du brancardage retour. Si la tâche n'a pas été effectuée, il ne faut pas remplir les champs. Dans ce cas, la valeur 0 sera utilisée dans le calcul du temps moyen, ce qui est exactement ce que nous souhaitons pour l'attente dans le SAS. Si la tâche a été effectuée mais qu'on ignore sa durée, il faut cocher la case « non observée ». Dans ce cas, ce patient ne sera pas utilisé pour le calcul du temps moyen du brancardage retour. Un dernier point à connaître, si un corps de métier a finalement réalisé une tâche dévolue à un autre corps de métier, par exemple le repas a été servi par une infirmière et non pas par l'aide-soignante, il convient de le signaler en cochant pour la tâche repas IDE et en décochant la case AS. Avant de valider, je vous invite à relire la grille pour être sûr de n'avoir rien oublié. Quand vous avez fini de saisir une fiche patient, n'oubliez pas de cliquer sur « Valider les données dans la base », sans quoi il faudra recommencer la saisie. Vous pouvez maintenant passer au patient suivant. Pour continuer de renseigner l'outil de microcosting sur d'autres aspects que sur les temps de passage patient, il n'est pas nécessaire d'avoir saisi l'intégralité des patients observés. Il suffit simplement de cliquer sur « Suivant » dans la zone grise pour poursuivre le paramétrage de l'outil. Nous entrons maintenant dans le module permettant de recueillir les coûts non plus patient par patient, mais pour un patient type correspondant au geste étudié. Nous appliquons cette approche pour identifier et valoriser les équipements et les consommables nécessaires à la prise en charge du geste étudié. Utiliser ce module nécessite de travailler avec le contrôle de gestion, mais également la pharmacie, le service biomédical ou encore le magasin général. Commençons tout d'abord par recenser les différents équipements utilisés pour le geste étudié. L'outil vous propose d'identifier ces équipements en les regroupant par lieu de prise en charge, tels que vous les avez définis lors de la construction de votre parcours patient. Pour chaque équipement, vous devez indiquer un libellé, une quantité, un coût unitaire et une durée d'amortissement exprimée en années. Le coût annuel correspond au coût unitaire multiplié par la quantité et divisé par la durée d'amortissement. Pour chaque lieu de prise en charge, vous pouvez rajouter autant de lignes que nécessaire en cliquant sur le petit plus vert adjacent à chaque lieu de prise en charge. Si au contraire vous souhaitez supprimer une ligne, vous devez alors cliquer sur la petite corbeille en face de chaque ligne. Le nombre d'équipements utilisés, même pour un geste relativement simple, peut être important. Lors des travaux menés avec les établissements pilotes, cet exercice nous a amené à recenser près d'une centaine d'équipements au total. Si l'idée de saisir dans cet outil une centaine de lignes vous effraie, sachez qu'il est parfaitement possible de regrouper des lignes similaires, en quantité et en durée d'amortissement, pour chaque lieu de prise en charge, sous une même ligne. En effet, l'outil n'exploite par la suite que le coût annuel par lieu de prise en charge et le coût annuel total. Le principe de fonctionnement de cet écran est similaire au précédent. Il permet de recueillir les consommables utilisés tout au long de la prise en charge. Pour ajouter des lignes, on utilise à nouveau le petit plus vert et pour supprimer des lignes, on utilise la petite poubelle rouge.
Nous vous rappelons que nous cherchons à déterminer un coût total des consommables par geste. Aussi, utilisez la colonne quantité et prix unitaire à bon escient. Si 2 aiguilles sont utilisées, mettez 2 dans la colonne quantité, mais renseignez bien le prix pour une aiguille. Si un demi-flacon de produit est utilisé, renseignez 0,5 dans la colonne quantité, sauf si le reste du flacon est jeté, auquel cas il faudra renseigner 1. Là encore, cet exercice sur les sites pilotes a permis de recenser plusieurs dizaines de consommables. Vous n'échapperez pas à l'exercice d'évaluer précisément le nombre et le coût de chaque consommable, mais vous pouvez vous simplifier le travail de saisie en regroupant plusieurs lignes sous une seule, du moment que le total du coût par geste est correct. En effet, seul le coût total des consommables par geste est retenu par l'outil pour établir le coût de microcosting ou plus tard pour la fonction coût-volume. Dernière précision importante, si aucun consommable n'est utilisé dans un lieu de prise en charge, vous devez utiliser le libellé « Pas de consommable utilisé » qui est accessible dans la liste déroulante, disponible sur chaque ligne de consommable. Cet écran est dédié au renseignement des tâches afférentes. Par tâches afférentes, nous entendons l'ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement du service et donc à la prise en charge des patients, mais qui ne se réalisent pas en présence du patient, ni même en lien direct avec le flux patient. Certaines tâches afférentes sont quotidiennes, comme la préparation des salles d'intervention ou l'ouverture du service. D'autres sont hebdomadaires, comme les commandes de linge ou de matériel. Enfin, certaines sont plus ponctuelles, comme la vérification du chariot d'urgence. Pour recueillir l'ensemble des tâches afférentes, ainsi que leur durée et le type de personnel qui les réalise, nous vous proposons de procéder par interview des personnels concernés. Le cadre de l'unité de chirurgie ambulatoire et le cadre de bloc étant de bons candidats. Notez bien qu'il faut renseigner toutes les tâches afférentes nécessaires au fonctionnement de la chirurgie ambulatoire. L'ensemble du temps de travail ainsi identifié sera valorisé grâce aux données de coût salarial préalablement saisies. Il sera également ramené au coût pour le geste étudié en fonction du poids de ce dernier dans le case mix. Il est possible d'ajouter des tâches afférentes en utilisant le petit plus vert et d'en supprimer à l'aide de la petite poubelle rouge. Pour chaque tâche afférente, on vous demande de préciser la nature de la tâche, son lieu. Si elle est générique au service, vous utiliserez alors le libellé UCA, accessible par le menu déroulant. L'information du lieu de prise en charge est utilisée par la fonction coût-volume. On demande aussi la fréquence de la tâche via un menu déroulant accessible à chaque ligne. Pour la durée de la tâche, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous indiquez un horaire de début et un horaire de fin. C'est idéal pour les tâches afférentes qui se déroulent toujours au même moment, comme l'ouverture de l'unité. Soit vous indiquez une durée globale. Dans les 2 cas, il faut saisir l'information au format heure 2.minute. Un autre format de saisie serait rejeté. Ainsi, saisir 0,2.15 signifie 15 minutes et saisir 15,2.0 signifie 15 heures. La colonne nombre de personnel permet d'indiquer combien de personnels sont impliqués dans cette tâche. Ainsi, si vous indiquez 4 pour une durée de 5 minutes, c'est bien 4 fois 5 minutes, soit 20 minutes de temps de travail qui seront valorisés par l'outil. Les dernières colonnes permettent de préciser quel corps de métier est en charge de réaliser ces tâches. Précision importante. Les repas du personnel sont à renseigner comme tâches afférentes. Il faut les localiser dans l'UCA et indiquer le nombre de personnels concernés. La séquence suivante est dédiée au recueil des coûts obtenus par retraitement comptable, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent pas être évalués par observation du processus de prise en charge. L'appui du contrôle de gestion est indispensable pour réaliser cette étape. Le retraitement des coûts issus du retraitement comptable applique le mécanisme classique de la comptabilité analytique en évaluant puis valorisant les unités d'œuvre consommées par l'unité de chirurgie ambulatoire qui n'ont pas été recueillies précédemment. L'attribution des coûts issus du retraitement comptable au seul geste étudié sera au prorata du poids du geste dans l'UCA. Les 5 premières colonnes doivent être saisies et le nombre de lignes peut être ajusté via le petit plus vert ou
via les corbeilles rouges pour effacer certaines lignes. Attention, si vous effacez une ligne, assurez-vous bien que les coûts sous-tendus par cette ligne sont bien inclus d'une manière ou d'une autre, soit dans les autres coûts du retraitement comptable, soit dans les coûts identifiés par l'observation patient par patient, ou encore en utilisant un protocole appliqué à un patient type, comme pour les équipements et les consommables. Les 5 colonnes à remplir sont le type de dépense, le coût total pour ce type de dépense pour l'ensemble de l'établissement, le type d'unité d'œuvre utilisée pour répartir ce type de dépense sur les unités cliniques, le nombre total d'unités d'œuvre produites dans l'établissement et le nombre total d'unités d'œuvre consommées par l'unité de chirurgie ambulatoire. Notez bien que l'outil n'est absolument pas normatif sur les unités d'œuvre à utiliser pour tel ou tel type de dépense. L'outil a vocation à s'appuyer sur les travaux de comptabilité analytique de l'établissement et non pas à exiger une refonte partielle ou totale des travaux déjà menés en la matière par l'établissement. Nous avons précédemment recueilli des coûts qui concernent l'ensemble de l'unité de chirurgie ambulatoire, le coût des tâches afférentes et les coûts issus du retraitement comptable. Il nous faut maintenant proratiser ces coûts uniquement aux gestes étudiés. Pour ce faire, plutôt que de réaliser un simple ratio nombre de gestes étudiés divisé par le nombre total de passages en chirurgie ambulatoire, nous allons tenir compte de la capacité de l'unité de chirurgie ambulatoire à réaliser des rotations pour le geste étudié et les autres gestes de son case mix. En effet, un geste qui sera traité en 2 ou 3 heures pèsera moins lourd qu'un geste qui nécessite une hospitalisation de 10 ou 11 heures. Il sera donc moins consommateur de coûts indirects. Dans notre postulat de départ, nous considérons donc qu'un geste pour lequel l'unité de chirurgie ambulatoire est capable d'organiser 2 rotations par jour pèse 2 fois moins lourd qu'un geste effectué 1 fois par jour. Quand nous disons 2 rotations par jour, cela signifie que la même place est utilisée pour 2 patients qui se succèdent dans la même journée. Notez bien qu'on parle du nombre de rotations qui est réellement capable d'organiser l'établissement, et non pas du nombre de rotations théoriques possibles pour un geste donné dans une unité où tous les freins médicaux, soignants et organisationnels à la mise en place de rotation auraient été levés. Vous indiquez pour le geste étudié le nombre de rotations que vous êtes en mesure de réaliser dans votre établissement. Le nombre de gestes réalisés par an pour le geste étudié et pour l'ensemble de l'unité de chirurgie ambulatoire sont repris d'un module précédent. Pour les autres gestes pratiqués dans l'unité, il vous est alors demandé d'indiquer la proportion réalisée en 1 rotation, 2 rotations, etc. Il s'agit du dernier écran avant la présentation des résultats qui fait le point sur l'ensemble des données saisies ou à saisir pour procéder au calcul. Dans le cas présent, toutes les informations sont maintenant bien saisies sauf une, le résultat des observations. Il n'a été saisi que pour un nombre limité de patients, ce qui ne permettra pas de calculer les coûts par microcosting. En cliquant sur le nom de l'étape, vous accéderez directement à l'écran permettant de compléter les données manquantes.